Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de géopolitique, d'énergie, de stratégie, d'influence économique. Tout ça dans un monde bousculé par la guerre en Ukraine, une guerre aux multiples facettes. Mais avant de commencer, vous le savez, comme chaque semaine, pensez aux bons réflexes, aux bons petits gestes. Cliquez sur le pouce en l'air, laissez vos commentaires et puis bien sûr, partagez cette vidéo au plus grand nombre. C'est le gage de notre succès, je compte sur vous. C'est parti. Bonjour Alain Juillet. Bonjour Élise. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alain Juillet, j'ai beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que pour vous présenter. Alors vous êtes diplômé de HEC, de l'IHEDN, de Stanford. Vous avez été officier dans les commandos parachutistes du SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Plus tard, vous avez dirigé le renseignement à la DGSE. Vous avez également une importante carrière dans le privé. Et vous avez conseillé le Premier ministre entre 2003 et 2009, c'est-à-dire Raffarin, Villepin et Fillon. Et puis pour terminer cette présentation, j'aimerais préciser que vous avez également lancé depuis peu une web TV, donc sur YouTube, ça s'appelle Openbox TV. Donc les téléspectateurs pourront régulièrement vous retrouver pour de brillantes analyses de géopolitique, de géostratégie. Absolument. Vous avez très régulièrement des invités qui vous accompagnent. Alors Alain Juillet, nous enregistrons vendredi matin. À l'heure où nous parlons, Volodymyr Zelensky est rentré dans ce pays au terme d'un voyage de 3 jours. Mardi, à Londres, mercredi à Paris, c'était imprévu, puis, du moins nous ne le savions pas, puis jeudi à Bruxelles. Principal objectif, pas de changement, récolter de l'argent et des armes. Le président Macron n'a pas exclu de donner des avions. Il avait déjà fait le même commentaire en ce qui concerne les chars Leclerc. Durant le premier quinquennat, Emmanuel Macron a répété à plusieurs reprises pour des sujets très variés « Nous sommes en guerre ». Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre, Alain Juillet ? C'est très grave de dire on est en guerre, d'abord parce que, selon la loi française et la Constitution française, pour pouvoir être en guerre, il faut que ce soit voté par le Parlement. Or, il n'y a eu, dans cette affaire, aucune discussion au Parlement. Et ça me paraît extrêmement grave dans une démocratie. Donc déjà, il y a un premier problème. On ne peut pas être en guerre, sinon il y en aurait déjà eu un vote au Parlement. Le fait qu'il n'y ait pas de vote au Parlement nous permet de ne pas être officiellement en guerre. Exact. Et à partir de ce moment-là, nous sommes libres, moi qui suis un ancien officier, vous venez de le rappeler, on est libre de dire ce qu'on veut, car tant qu'on n'est pas en guerre, on a une totale liberté d'expression. Par contre, une fois qu'on est en guerre, il est normal qu'on se range derrière le drapeau et qu'on fasse la guerre dans le cadre qui a été voté par le Parlement et décidé donc par la nation. Donc c'est important parce qu'on rentre là immédiatement dans un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Alors, on va bientôt fêter le triste premier anniversaire de ce conflit ouvert, oui, puisqu'on le connaît latent. Le 24 février dernier, donc, les troupes de Vladimir Poutine décidaient d'entrer en Ukraine. On le savait, tout un contexte s'était déjà mis en place depuis fort longtemps. Les États-Unis, derrière l'OTAN, avaient constitué des bases de plus en plus proches de la Russie. Poutine avait déjà prévenu, il avait mis en garde contre cette avancée. Et avec le recul, on voit que dès 2014, finalement, cette guerre était prévisible, était prévue, et j'irais même jusqu'à dire attendue, puisqu'on a vu les récents propos d'Angela Merkel disant que finalement les accords de Minsk signés en 2014 pour sceller la paix en Ukraine visaient essentiellement à laisser du temps à l'Ukraine pour s'armer face à la Russie. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je ne crois pas une seconde à cette déclaration de Merkel. Non pas qu'elle ne l'ait pas faite, mais je dis qu'elle l'a faite aujourd'hui, comme elle est très attaquée actuellement en Allemagne, pour se couvrir et se justifier, elle a inventé cette version. Mais ce n'est pas sérieux, car lorsque vous étudiez sur le plan factuel ce qui s'est passé à l'époque des accords de Minsk I et Minsk II, l'Allemagne était déjà, Madame Merkel, chancelière depuis déjà un certain temps, était en train de mettre en place une politique très claire qui a continué jusqu'à sa destruction sous la pression américaine récemment, une solution à 3 axes de développement pour l'Allemagne, pour que l'Allemagne devienne la première puissance du monde, enfin, une puissance européenne, qui était
La défense, on l'a fait avec les Américains, ce qui fait que nous, à l'époque, on n'a d'ailleurs toujours pas compris que la défense européenne à la française, c'était une aberration. L'Allemagne n'en voulait pas, puisqu'elle jouait l'OTAN et donc les États-Unis. De l'autre côté, elle jouait l'économique avec la Chine, développement vers la Chine, qu'elle a terminé en signant pour le compte des Européens un accord juste avant son départ, comme vous savez, et qui favorise l'Allemagne. Et le troisième axe, c'était pour pouvoir faire cette politique économique appuyée par la défense de l'OTAN, eh bien, on jouait pour les énergies sur la Russie, en mettant le cap total sur la Russie, parce que la Russie, c'était très pratique, parce que le Nord Stream 1 existait déjà quand même, hein, il ne faut quand même pas l'oublier, on s'y sont battus pour le Nord Stream 2, mais l'autre, on existait déjà. Le Nord Stream, quel est l'avantage du Nord Stream? Les gens n'ont pas bien compris. C'était que ça passait par la Baltique. Or, aujourd'hui, les pipelines... les fameux gazoducs. Hein, voilà, les fameux gazoducs. Or, aujourd'hui, les gazoducs, ils passent par l'Ukraine et ils passent par la Pologne. Hein. Les pays par où passent les gazoducs encaissent des royalties, c'est normal. Hein, il y a un passage, on paye. En passant par la Baltique, il n'y a pas de royalties, puisqu'il n'y a pas de pays, c'est international. Donc ça arrivait en Allemagne, et Gazprom, le russe, et les Allemands se partageaient le bénéfice du manque de royalties. Mais en plus, comme le gaz arrivait en Allemagne, l'Allemagne allait servir de hub pour tous les pays européens qui avaient besoin de gaz russe. Puisqu'on allait supprimer les autres, évidemment, c'était ça l'objectif. Et ce que ne voulaient pas les Américains, qui craignaient que la Pologne perde les royalties, et l'Ukraine aussi. Donc les Américains étaient contre le système, et les Allemands étaient par contre ravis, parce qu'ils se disaient, tous les pays d'Europe, dont la France, bon, on fait 7% de gaz russe, hein, c'est pas énorme, mais on allait payer une royalty à qui? Aux Allemands. Donc, elle prenait le contrôle des énergies au niveau européen. Donc, c'était très intelligent. Est-ce que vous pensez une seconde qu'avec une politique pareille, aussi maligne, et qui leur permet d'assurer leur pouvoir sur le plan des énergies, ils allaient saboter ça en disant « il faut qu'on fasse la guerre en Ukraine contre le fournisseur ». Il n'y a pas un commerçant qui vous dira « je vais me faire mon fournisseur alors que c'est lui qui me permet de gagner de l'argent ». C'est absurde. Donc, Mme Merkel avait parfaitement compris. Elle connaissait Poutine très bien, hein, indiscutablement, et depuis longtemps, puisqu'en plus, elle est une femme de l'Est, elle avait été élevée en Allemagne de l'Est. Merkel savait très bien que Poutine ne pourrait pas supporter le risque d'avoir une base OTAN à Odessa, parce que c'est la clé du problème. Hein. C'était insupportable, et donc il fallait bloquer l'opération. Et les accords de Minsk, quand on les voit, proposaient la solution qui, à mon avis, va se retrouver la vraie solution bientôt, à savoir les 4 oblasts, les 4 provinces russophones aux Russes, dont la Crimée, hein, et le reste qui sera de l'autre côté, avec la grande question qui reste, c'est l'OTAN et la base d'Odessa. C'est là, la négociation, elle se fera là. Alors, avant de parler de l'OTAN, j'aimerais revenir sur la question de l'Union européenne, qui est au cœur des médias très souvent, surtout avec la figure non élue de Ursula von der Leyen. Le chancelier Scholz, qui a donc remplacé Angela Merkel, était en visite à Paris, en plus pour rencontrer Volodymyr Zelensky, mais plutôt pour les accords de Berlin le 22 janvier dernier. Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques-uns de ses propos lorsqu'il était aux côtés d'Emmanuel Macron. Nous sommes réunis dans le cadre du Conseil des ministres franco-allemands, dans un cadre amical, pour parler de notre avenir et de l'avenir européen. Ça, je tenais à le dire parce que nous sommes absolument convaincus qu'une bonne coopération entre la France et l'Allemagne est absolument nécessaire, non seulement pour nos pays, mais pour que l'Europe, dans son ensemble, progresse. Et c'est ensemble que nous arriverons à réaliser cet objectif. Nous allons donc poursuivre notre coopération et ce qu'il faut, c'est rendre possible un progrès en Europe. Il faut que nous présentions des propositions et je pense notamment à l'époque que nous vivons aujourd'hui, aux décisions sur l'élargissement que nous avons portées ensemble, que nous avons défendues ensemble et
aux perspectives d'adhésion des pays des Balkans occidentaux, sans oublier la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie, bien sûr. Je pense que ce qu'il faut, c'est améliorer les processus décisionnels dans l'Union européenne, prendre notamment plus de décisions à la majorité sur certains dossiers. Si on y arrivait, très franchement, ce sera un énorme progrès pour l'Europe. Le monde dans lequel nous vivons aura bientôt 10 milliards d'habitants. C'est un univers multipolaire, complexe, divers, et les Français, les Allemands et les Européens dans ce monde ne pourront arriver à exercer une influence qu'en agissant ensemble. La France, l'Allemagne, l'Union européenne. Alors, on a tendance à penser quand même que cette crise en Ukraine montre des failles importantes au sein de l'Union européenne. On a quand même l'impression que Ursula von der Leyen, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas été élue par le peuple européen, prend les décisions seule. Et on a un Olaf Scholz qui nous explique que la clé pour améliorer l'Union européenne, alors c'est un serpent de mer, il faut plus d'Union européenne, donc comprendre un élargissement. Et puis, par ailleurs, un passage à la majorité au détriment de la question de l'unanimité, qui est donc, en gros, la disparition du droit de veto et donc de décision des pays membres. Ah ben, je crois d'abord, moi, ce qui me frappe dans ce... Bon, on le sait, hein, la réunion qui a eu lieu a été, soi-disant, pour démontrer que les Français et les Allemands s'entendaient toujours très bien, alors que nous savons depuis des années, et ça s'est aggravé sans arrêt, que c'est exactement le contraire. Il faut dire la vérité, il n'y a plus de couple franco-allemand. Il y a des déclarations des politiques pour nous le faire croire, mais sur le fond, il n'y a plus de couple franco-allemand. Il a explosé en vol. Pour différentes raisons d'ailleurs, mais la principale étant, et ça vient de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les énergies étaient tout bénéfice pour l'Allemagne, l'économie avec la Chine, tout bénéfice pour l'Allemagne, et la défense de l'OTAN, ça permettait à l'Allemagne de ne pas investir dans la défense, il faut bien le savoir, et de pouvoir investir à la place de payer 2 ou 3% de leur budget sur la défense, de le basculer sur l'économie et donc de créer un avantage concurrentiel par rapport aux Français. Il y a eu un tournant, ça, sur l'industrie de la défense en Allemagne, de 100 milliards injectés. Alors, oui, depuis, il y a eu un tournant. Pourquoi ? Parce que, effectivement, les Allemands se sont rendus compte qu'ils avaient besoin, s'ils voulaient s'imposer en Europe, ils avaient besoin quand même d'une défense forte, d'autant plus que les Anglais, qui étaient jusque-là, les meilleurs représentants de l'Amérique, et qui avaient une armée très forte, eux nous avaient lâchés. Donc on ne pouvait plus laisser la France être le principal opérateur militaire en Europe. C'était trop dangereux. Et il ne fallait pas non plus laisser la Pologne monter en puissance, la Pologne étant aujourd'hui devenue le meilleur ami de l'Amérique. Je pense que vous le savez, vos auditeurs le savent, mais la deuxième ville de Pologne, c'est pas Cracovie après Varsovie, c'est Chicago. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Polonais à Chicago qu'à Cracovie. Donc il y a des liens extrêmement forts entre les Américains et les Polonais, et que les Polonais, qui jouent la carte américaine à 100%, ont remplacé pour ça d'ailleurs les Anglais, sont en train de monter une armée extrêmement puissante. Il faut regarder ce qui se passe. Ils sont en train de monter une armée puissante. Il faut dire qu'on les comprend quand on sait qu'on les a abandonnés, les Français, les Allemands et tout le monde, à chaque fois, à chaque guerre, on les a abandonnés à leur malheureux sort. Alors, aujourd'hui, les Allemands ont compris et disent, il faut lire les déclarations du chef d'état-major de l'armée allemande, notre travail à nous, c'est de devenir la première armée d'Europe pour défendre les Européens. Il dit, pas question d'aller dans les pays étrangers comme les Français, faire de la projection en Afrique ou ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est l'Europe. Alors ça tombe bien, ça fait la jonction avec ma question suivante, parce que c'est substitué récemment à la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, la question de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Alors on parle même d'un processus accéléré, de forme de, je ne sais plus, de conditions exceptionnelles par le sang versé de fait des Ukrainiens durant cette guerre, avec une entrée express. Je crois qu'il y a des pays européens aujourd'hui qui sont opposés à cette entrée dans l'Ukraine. Bien entendu, on pense à Viktor Orban qui a rappelé que les standards de l'UE n'étaient pas trop compatibles avec le fonctionnement actuel de l'Ukraine. Pour autant, il y a une question très importante, c'est que tout le monde imagine que si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, ce serait une provocation à l'égard de la Russie, parce que si elle est en guerre avec l'Ukraine, toute l'OTAN va devoir réagir. Mais en réalité, ce qu'on ignore parfois, c'est que c'est aussi dans les traités européens. Oui.
Oui, c'est ça qui est compliqué, si vous voulez. On peut se demander si, indiscutablement, les grandes puissances savent très bien, au niveau du public, au niveau de commentateurs, on considère qu'il faut aller jusqu'au bout dans la guerre, mais c'est une absurdité. Une absurdité. On ne peut pas, et là le président Macron avait raison, on peut pas, quand il disait on ne peut pas humilier la Russie, c'est pas ça, c'est que si les troupes ukrainiennes rentraient trop en Russie, eh ben, inévitablement, ils utiliseront le nucléaire, même s'ils ne le veulent pas, car ils ont dit qu'ils ne l'utiliseraient pas. Ils l'ont bien précisé, il y a un accord qui a été passé avec les Américains, le chef des services russes et des services américains à Ankara, ils se sont mis d'accord pour ne pas utiliser le nucléaire. Mais s'ils étaient attaqués sur leur propre territoire, il est évident qu'ils peuvent l'utiliser. Et là, ça devient plus du tout la même chose. Donc, à l'évidence, il y aura une paix. On ne pourra pas pousser d'un côté, parce que de l'autre côté, on ne pourra pas non plus laisser les Ukrainiens écrasés et Kiev conquis par les Russes. Donc, on est en train d'aller progressivement vers une solution de partage, comme on a eu en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, sur la ligne de front, qui est en train de s'enliser, même si à Bakhmout, ça va plutôt mal pour les troupes ukrainiennes. Enfin, la différence que l'Ukraine de l'Est, ça sera la Russie, quoi. Ah, mais c'est clair. Mais ça sera la Russie, alors que la Corée du Nord, c'est la Chine, et puis voilà. Hein, mais voilà. Aujourd'hui, il y a une évolution, si vous voulez, vers une situation où on se dit, bon, en définitive, il y a des points de négociation. Alors là-dedans, il est évident que l'Ukraine, du bon côté, il faut lui donner des compensations, parce on ne peut pas lui dire tu vas abandonner 4 provinces pour... c'est pas possible. Et Zelensky, qui s'est révélé un chef de guerre, qui était un triste comédien corrompu, mais qui s'est révélé un chef de guerre, indiscutablement. Bon, qu'est-ce qu'il fait il ne veut pas lâcher. Lui, bien sûr, il dit il faut y aller. Mais il n'est pas complètement idiot. Ou si lui rêve, ces militaires ne rêvent pas, hein, par contre, parce qu'eux, ils sont au contact et ça se bat. Et ça se bat terriblement, hein, avec des morts en pagaille de deux côtés. Alors, comment faire ? Une première solution, c'est de dire aux Ukrainiens, vous allez avoir une chance extraordinaire, vous allez rentrer, je parle des Ukrainiens de l'Ouest, hein, vous allez rentrer dans l'Europe, hein, dans l'Union européenne, vous allez bénéficier des subventions européennes et tout. Entre parenthèses, attention quand même, parce que la reconstruction, elle a déjà été donnée par Zelensky aux Américains de BlackRock. Il faut le savoir, hein, ça a été annoncé officiellement par Zelensky. Hein, donc la reconstruction, les Européens ne la verront pas. Or, c'est ce qui va rapporter beaucoup d'argent, bien sûr. Comme la vente de matériel militaire aux Européens pour reconstituer. On pourrait se dire stocks. qu'on a intérêt à détruire quand on sait qu'on va avoir la reconstruction. Mais c'est comme chaque fois. On l'a fait dans les Balkans, on l'a fait en Serbie, en Bosnie, en Herzégovine, on l'a fait partout. Ça a toujours été la même chose. Hein. Enfin, je me souviens, par exemple, dans cette malheureuse ville à Sarajevo, où il y avait les Français ont défendu Sarajevo. Quand ça a été terminé, quand la guerre a été terminée, la reconstruction de l'aéroport de Sarajevo, qui avait été complètement détruit, a été confiée à une société américaine. Et je me souviens qu'à l'époque, un général français très important qui commandait les troupes, hein, dans un discours qui évidemment n'a pas plu du tout à nos amis américains, a dit c'est quand même un scandale parce que c'est nous qui avons versé le sang et c'est vous qui touchez l'argent. C'est original. Non, c'est ce qui va se repasser une fois de plus. Bien sûr. Une fois de plus. Donc on est dans un système, il faut bien voir ça. On est déjà dans des prises de position pour préparer la suite. C'est ça que les gens ne veulent pas voir. Aujourd'hui, alors quand vous dites, moi je vous sais, personnellement, je dis depuis longtemps, il n'y a qu'une seule solution, c'est la négociation. Vous vous faites traiter de pro-Poutine, de lâcheur, tout ce qu'on voudra. Bon, je m'en fous, hein, c'est pas ça qui va me gêner. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les faits. Et les faits sont en train de se positionner peu à peu. On est en train de mettre en place les conditions d'une négociation dure, mais qui devrait permettre de préserver en partie, du moins, les intérêts des uns et des autres, et du moins de donner à chacun l'impression qu'ils n'ont pas tout perdu. Bien sûr. Alors j'ai commis une erreur en vous présentant Alain Juillet, ou du moins une omission, puisque j'aurais dû aussi vous présenter comme le père de l'intelligence économique en France. Alors, c'est pour ça que j'étais au responsable de l'intelligence économique auprès des trois premiers ministres que vous avez évoqués tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas de... Je présente mes excuses pour cet oubli qui est désormais réparé. Alors dès le début de la guerre, en Ukraine, Bruno Le Maire a annoncé vouloir mettre à genoux l'économie russe. Le FMI vient d'annoncer dans une prévision de croissance que la croissance serait supérieure en Russie qu'en Europe
en 2024. Bravo Bruno. Oui, mais là, je pense que, franchement, je trouve qu'on manipule trop les chiffres, ou alors, il y a de mauvais conseillers, vous parliez que j'étais conseiller, il y a de mauvais conseillers des ministres, parce qu'on leur fait dire des âneries, et c'est regrettable, parce que ce sont des gens qui ne devraient pas les dire. Bon, quand il dirait plus grand-chose aujourd'hui. Oui, on est bien d'accord. Mais quand le ministre de l'économie et des finances français dit, que d'ailleurs on ne dit pas, on ne devrait pas le dire, on va mettre à genoux la population russe, d'abord c'est oublier que dans une guerre, on fait la guerre contre les dirigeants pour changer un système ou pour lui changer son avis, mais le but de la guerre, c'est pas de tuer les populations en les écrasant ou en les mettant dans la misère. Je sais que c'est un système pratiqué aujourd'hui avec le blocus, on l'a vu en Irak, on le voit en Syrie, on le voit un peu partout, mais il faut quand même, un jour, il faudra quand même se poser la question, est-ce que sur le plan éthique et sur le plan moral, c'est normal qu'on fasse payer à des populations qui, eux, n'y sont pour rien, les erreurs de leurs dirigeants? J'en profite pour faire une parenthèse d'ailleurs. Aujourd'hui, alors que la Turquie et la Syrie souffrent des conséquences des séismes et que des gens sont toujours dans la misère, la levée des sanctions pour aller aider ces populations sur place n'est toujours pas prononcée. Exactement. Et se fait attendre. Et ils n'ont pas de médicaments pour soigner les gens. Et c'est un véritable scandale. Et là, personne n'en parle. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a un jour, il faudra se poser la question, du point de vue éthique et du point de vue moral. Bien sûr. Je n'étais pas un adorateur, loin de là, de Saddam Hussein, mais quand on voit que les enfants mouraient les gens, parce qu'il n'y avait pas de médicaments dans les hôpitaux, moi je pense qu'on peut fournir des médicaments, les médicaments ne devraient rentrer dans les problèmes de blocus. Par exemple, pour vous donner un exemple, parce que c'est complètement immoral. Mais bon, je voudrais revenir sur une chose, excusez-moi, dans ce que vous avez dit, on avait dit on va mettre la Russie à genoux. Bon. En réalité, on s'est complètement planté, c'est clair, puisque la Russie s'en sort mieux que nous. Ceux qui se sont plantés et qui sont à genoux, c'est l'Europe. Il faut dire la vérité. Regardez la baisse, personne n'en parle, la baisse de l'euro par rapport au dollar, parce que c'est ce qui explique l'inflation en partie. Et c'est pas autre chose. Ça explique l'inflation, puisque à partir du moment, quand vous avez un euro qui a perdu 10, 15, 18%, ça dépend des moments, par rapport au dollar américain, et qu'on achète à l'étranger des produits, des marchandises, ne serait-ce que l'alimentaire, évidemment, il nous coûte 14-15% plus cher. C'est simple, c'est net. On peut l'habiller comme on veut, c'est une réalité. Ce qui est un problème d'autant peu plus important pour les pays désindustrialisés. Évidemment. Alors, vous avez de l'autre côté, vous avez le rouble qui s'est apprécié, et à mon avis, il y a deux choses qui sont encore beaucoup plus graves que ça. C'est qu'on pensait, nous, on a un système, vous savez, d'échange entre les banques qui s'appelle le SWIFT, qui est basé à Bruxelles. Et le SWIFT, ça permet, toutes les banques du monde pratiquement passaient par. Alors on dit on va couper ça pour les banques russes, ça va les tuer. On n'avait simplement pas regardé que les Chinois, ils avaient monté un système qui s'appelle le CPIS, qui est exactement pareil. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis un an? C'est que les transactions russes, évidemment, elles passent par le CPIS, et un peu voilà. Mais on voit aussi que plein d'autres pays, et en particulier les pays émergents, qui ont compris comment les Européens et les Américains font les sanctions, et comment on pénalise un pays qui agresse les pays occidentaux, eh bien, ils ont compris comment ça se passe, et du coup, ils sont en train de jouer la carte chinoise du CPIS, en se disant, comme ça, il n'y a pas de risque, si les Américains et les Européens nous font le coup qu'ils ont fait aux Russes, ils seront coincés, parce qu'on sera parti ailleurs. Et le troisième volet, c'est le dollar, parce qu'on assiste, et ça c'est fondamental pour les 30 prochaines années, pour la première fois depuis Bretton Woods, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis les accords de Bretton Woods, on voit que les gens commencent à accepter de déroger à une règle intangible. Avant, on payait toutes les énergies en dollars, au niveau mondial. Or, la Russie vend en roubles, que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas. L'Arabie Saoudite, Ben Salman, vient d'annoncer que lui, il accepte que les Chinois le payent en yuan. Bon, l'Inde accepte de payer en euros, c'est-à-dire que tout le commerce des énergies qui était en dollars est en train de basculer. Or ça, c'est extrêmement important parce que le dollar l'Amérique a un déficit abyssal, mais c'est le dollar. Le dollar étant international, la monnaie de référence, c'est nous qui payons le déficit américain. Il peut être énorme. Ils s'en foutent, c'est nous qui payons.
On répartit ça. À partir du moment où le dollar ne sera plus la monnaie de référence, l'inflation sera aux États-Unis terrifiante parce qu'il faudra financer le déficit. Donc on est en train de rentrer dans... Ça y est, c'est parti, on est rentré dans un processus qui est terrible. Alors quand j'en parlais, moi, il y a 4-5 ans, on a commencé à en parler en disant attention, après les sanctions sur la Crimée, parce que c'est là où ça a démarré. C'est quand les étrangers, les pays émergents ont vu ce qui se passait en Crimée et les sanctions qu'on avait prises. Ça, tout de suite, on a commencé à avoir des mouvements. Pour ceux qui regardaient ça de près. Bien sûr. Très rapidement, le pétrole a pu s'acheter autrement qu'en dollars. Exactement. C'est là aussi, à ce moment-là, qu'on a vu, par exemple, les Iraniens, face aux lois extraterritoriales et au blocus, se mettre à utiliser le bitcoin pour payer et faire du troc. Chose qu'avant, on ne faisait pas à ces niveaux-là, au niveau mondial. Donc, on a vu toute une montée qui commence à se concrétiser, qui fait que les pays occidentaux sont de plus en plus isolés. Et là, c'est un phénomène qui est, à mon avis, irréversible. Alors j'aimerais revenir sur le terme d'occidentaux, mais avant j'ai une précision peut-être parce que vous avez évoqué là très rapidement la question de l'extraterritorialité du droit américain. Et c'est vrai que si la question du dollar peut faire peur à certains pays, en se disant si on continue de payer en dollars, on va peut-être être frappé de sanctions, etc., etc. Donc autant passer tout de suite chez les Chinois ou chez les Russes. Mais la question de l'utilisation du dollar expose à cette extraterritorialité du droit américain. Absolument, c'est ça aussi. C'est pour ça que les lois extraterritoriales américaines ont un effet absolument pas prévu par les Américains, c'est que les gens sortent du système dollar quand ils peuvent. C'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Mais parce qu'à l'époque où ils ont conçu ça, l'extraterritorialité, si vous voulez, les lois américaines, elles datent en réalité des années 80. Tous les 4-5 ans, il y a une nouvelle loi qui s'est ajoutée aux autres, de plus en plus protectionniste pour le système américain. Or, qu'est-ce qui se passe ? On voit bien que aujourd'hui, comme il y a cette perte de confiance, si vous voulez, un peu généralisée au niveau des pays émergents, et on l'a vu, tous ces pays qui n'ont pas voulu approuver les sanctions, c'est quand même tous les pays émergents, et il y a plus de la moitié des pays du monde, largement plus de la moitié des pays du monde, qui ont refusé d'approuver les sanctions européennes, américaines. Ça semble inconcevable. Il y a 20 ans, c'était inconcevable. Donc, ils sont en train de prendre leur véritable indépendance par rapport à nous, tous ces pays-là. L'Indonésie qui veut rentrer dans les BRICS, vous savez, le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine. Bon, on voit l'Algérie qui veut y rentrer, on voit l'Indonésie, on voit l'Argentine, on voit l'Amérique. Bon, tous sont en train de bouger. Et tous ces pays-là qui bougent actuellement, et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont un peu des protectorats qui vont échapper. Exactement. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que le monde est en train... Alors, c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine a été un révélateur en plusieurs temps, si vous voulez. Les sanctions contre la Crimée, ça a été un déclencheur pour dire ça suffit, maintenant il faut commencer à se protéger. Mais il n'y a pas que ça, si vous voulez. Et il y a tout un ensemble de choses qui se passent et qui font que ça bouge. Regardez, on parlait des lois extraterritoriales. Regardez la Chine. Elle vient de sortir des lois extraterritoriales chinoises. Alors on dit, ah oui, mais nous avec le dollar, oui. Mais la Chine aujourd'hui, elle a signé, l'année dernière, elle a signé un accord douanier, un marché commun asiatique, le RCEP, qui est le plus gros marché commun du monde, puisqu'il représente largement plus de 30% du marché mondial, à lui tout seul. Alors que les Américains, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ne représentent que 27, ont un accord qui fait 27%. Et nous, les Européens, on parle tous de notre Europe unie et tout, on ne fait que 18% du marché mondial. Vous voyez ? Alors, celui qui fait 18% dit c'est nous les plus forts, mais ne regarde pas que l'autre qui fait plus de 30% est en train de mettre en place un système où il s'inspire de ce qu'on a fait, mais bien entendu à son profit. Et nous, là-dedans, on va être très mal. Alors justement, ce nous, beaucoup le qualifient avec ce terme d'occidentaux. Et pour revenir là-dessus, j'aimerais écouter votre invité, justement, que vous avez fait dans une récente émission sur Openbox TV, je rappelle. C'était l'amiral Jean Dufour, qu'on va l'écouter. Ah oui, Jean. Dans le monde occidental, qui d'ailleurs pour moi n'existe plus, le monde occidental est une fiction, car il y a l'Europe n'est pas l'Est de l'Ouest. L'Europe, c'est un centre, c'est pas une bordure. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Moi, je suis d'accord. Moi, d'abord, je pense que l'Europe
est une nécessité. On n'est aucun pays d'Europe, et l'Allemagne qui a cru qu'elle pourrait s'affranchir de ça en étant leader absolu de l'Europe, tout le monde, les Américains en particulier, sont chargés de lui casser les reins avec le Nord Stream, par exemple. Puis maintenant, on sait officiellement que le Nord Stream a été saboté par les Américains. Quand j'en ai parlé avec Baud et quelques autres, en donnant des détails, personne ne voulait nous croire. Et bien quand Simon Hershey, prix Pulitzer américain, il y a 3 jours, sort un article en disant « c'est les Américains et les Norvégiens qui ont fait le coup », à ce moment-là, tout le monde dit « ah bah oui ». Mais c'était une évidence. Pourquoi ? Parce que les Américains ne pouvaient pas supporter que l'Allemagne devienne trop puissante en Europe et qu'on puisse créer un pôle européen, celui dont parlait Jean Dufourcq, qui pourrait s'opposer ou tenir tête aux Américains. Pour eux, c'est insupportable. Donc il fallait casser absolument par tous les moyens, il fallait recasser le... C'est ça, c'est un des buts de la guerre en Ukraine. C'est casser l'Allemagne, faut être clair. Si je suis ce que vous êtes en train de me dire, Alain Juillet, concrètement... les partenaires de l'Union européenne, à savoir les Américains, ont contribué à saboter un élément crucial sur le plan économique de l'Union européenne. Et on trouve ça génial. Personne ne dit rien, personne ne réagit. Personne, pas tout le monde. Là, on a le chef du groupe parlementaire de l'AfD, par exemple, en Allemagne, Schroupala, il a dit « La puissance dirigeante de l'OTAN a-t-elle mené une attaque contre l'infrastructure critique vitale de notre pays dans les eaux européennes ? Si c'est le cas, il faudrait se demander si l'Alliance garantit la sécurité en Europe ou plutôt la met en danger. » Non, mais si vous voulez, le fond, alors entre parenthèses, quand il y a eu l'affaire du Nord Stream 2, l'Allemagne a lancé une commission d'enquête et puis elle a dit on publiera. Oui. Et puis vous avez remarqué qu'il y a 15 jours, ils ont dit on ne publiera pas les résultats de l'enquête, ils resteront secrets. Ben évidemment, on sait bien pourquoi. Et derrière tout ça, il faut bien regarder les choses en face. Les États-Unis, ils font leur politique. Moi, je serais américain, mais je serais américain à 100%. Ils font leur politique, ils la défendent et ils l'appliquent. Ah ben, on aimerait que tous les pays fassent pareil. Il ne faut pas accuser l'autre d'être trop fort quand nous, on est trop faibles. Mais alors justement, ça c'est une vraie question. Quand on voit l'attitude de nos dirigeants européens, quand on voit... un peu leur côté vassal à l'égard des États-Unis et de l'OTAN. C'est quoi ? C'est de l'incompétence, c'est de la bêtise, c'est de la naïveté, de la candeur ? Ou c'est tout simplement que les intérêts défendus par les dirigeants européens ne sont pas les intérêts nationaux qui sont censés défendre ? Je crois qu'il y a un peu de tout. Je crois qu'il y a des dirigeants nationaux qui défendent les intérêts nationaux et qui se battent pour ça. Oui, mais ils ne sont pas au pouvoir. Mais ils sont souvent bloqués parce qu'il y a des groupes de pression. Il faut parler des groupes d'influence, des groupes de pression qui, dans les pays, se chargent de vous rappeler les choses. Quand les Verts allemands ont fait une telle pression en Europe qui nous ont fait reculer sur le nucléaire en France. Regardez le résultat 20 ans plus tard. Mais ils n'ont pas un peu bon dos, les Verts allemands ? Ah non, parce que je pense Qui était derrière les Verts allemands ? C'est ça qui est intéressant de regarder. Vous remarquez que les mêmes, et leurs collègues français, par exemple, aujourd'hui, vous remarquerez leur silence absolu quand on importe du gaz de schiste des États-Unis, payé 4 fois plus cher par nous que le payent les Américains entre eux, et qu'on l'utilise. Vous remarquerez d'ailleurs toujours le silence, toujours dans le gaz de schiste, par exemple, des Français, des Verts français, au moment où en Allemagne, alors qu'il y a des Verts au pouvoir, ils viennent de dire qu'on va on va réautoriser la prospection du gaz de schiste en Allemagne. Semaine dernière. Vous voyez ? Donc ça veut dire que... Donc on voit bien que la question, elle n'est pas écologique. Mais non, mais bien entendu, c'est de la... Mais il faut arrêter. Je crois que l'écologie... Il y a un truc, si vous voulez. L'écologie, en France, on l'appelle de l'écologie politique. Et c'est parce que c'est politique. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. La véritable écologie, c'est pas comme ça. La véritable écologie, c'est autre chose. C'est effectivement de se préoccuper de l'avenir de la planète, en regardant les choses froidement, et en regardant d'un côté comment on peut effectivement réduire au niveau mondial, pas uniquement en Europe, parce que c'est d'un orgueil absolument démentiel. Est-ce qu'on est capable au niveau du monde de faire une politique coordonnée au niveau mondial ? Aujourd'hui, la réponse est non. Et est-ce qu'on est capable, de l'autre côté, d'envisager de vivre avec une température plus élevée ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? C'est ça les deux vraies questions de l'écologie actuelle.
C'est pas... Mais là, on fait de la politique. On va vous dire, il faut plus de nucléaire. Ah ouais? Le nucléaire, c'est qu'il produit moins de carbone. Pourquoi tous les pays du monde sont en train de relancer le nucléaire, à part les Occidentaux? Et puis en même temps, ils expliquent qu'il faut aussi des voitures électriques. Oui. Pourquoi le Proche-Orient, Bin Salman et les autres, l'OPEP, a dit qu'en 2050, plus de 50% de l'énergie mondiale sera toujours fournie par l'énergie fossile et qu'ils investissent 300 milliards pour ça. En même temps, il prêche pour sa paroisse, si je puis dire. Mais attendez, mais je ne vous dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans un ensemble, si vous voulez, dans lequel nous, on a une vision restrictive et on ne fait pas effort de regarder ce qui se passe ailleurs. Si vous voulez, à quoi ça sert? Je vais être très, très cynique, mais à quoi ça sert de faire des efforts en France si en Allemagne, on développe des centrales à charbon? Quel cas? Bien sûr. À quoi ça sert de faire des efforts quand les Chinois ou les Américains vous disent, nous, de toute manière, on continue avec notre gaz d'un côté, avec ce qu'on fait de l'autre. Il faut quand même... Bon. Alors les Chinois, eux, ils font du nucléaire, les Américains, ils font du gaz, et nous, on fait des éoliennes, dont le matériel est fourni par les Chinois. Il faut quand même se poser des questions. Alors on se rend compte quand même que dans le démantèlement progressif, ou du moins l'effondrement de notre industrie du nucléaire en France, aujourd'hui il nous manque des gens pour entretenir ces centrales. On est obligé d'aller les chercher au Canada et aux États-Unis. Tiens donc. Ah ben là, alors là, le problème, ce problème-là, si vous voulez, c'est un problème sur lequel, qui a été escamoté, mais qui est réel. C'est le plus gros scandale, à mon avis, de la Ve République. C'est comment, d'une industrie qui était la première industrie française au monde, on était considérés comme les meilleurs. On fournissait de l'électricité la plus propre, la plus décarbonée, la moins chère, avec l'hydraulique et le nucléaire. On a réussi en 30 ans, en cassant la filière nucléaire, en cassant la filière électrique, on a réussi à être dans une situation où aujourd'hui, vous avez vu le résultat, c'est que nos prix, nos directions ont tellement augmenté ces dernières années qu'on est en train de ruiner tous les petits commerçants. Il y a quand même un sacré problème. Et personne ne veut endosser le bébé. J'ai écouté avec passion d'ailleurs les auditions faites à l'Assemblée des différents des responsables. Bon, et c'est fascinant, parce qu'ils expliquent très très bien tout ce qui s'est passé, mais alors les coupables, il n'y en a pas. Une attaque à la souveraineté française incroyable. Ah ben c'est lamentable. On était les premiers, on fournissait de l'électricité à tout le monde, on était moins cher que tout le monde, et on est aujourd'hui obligé d'acheter de l'électricité aux Allemands et aux autres, et à des prix incroyables. On s'est mis comme référence le gaz, alors que chez nous, c'était rien du tout par rapport au reste. Bon, et on a développé, sans regarder une seconde les conséquences, des énergies intermittentes dont on est obligé de compenser l'intermittence par d'autres qui nous coûtent plus cher. Et en plus, en délaissant l'hydraulique. On vend aux concurrents l'électricité moins chère que nous la payons pour qu'ils puissent nous faire concurrence. Bien sûr. Enfin, quand vous dites tout ça, c'est pas un roman, mais c'est un truc de fou. Là encore, je reviens avec ma question, c'est un peu mon serpent de mer dans cette émission, mais c'est de la bêtise. Ah là, je crois que c'est une absence totale d'analyse, de prévision, d'anticipation. C'est une méconnaissance. En définitive, c'est de l'incompétence. Mais quand vous dites qu'il y a des agents d'influence qui poussent dans certaines directions... Oui, parce que je pense que le nucléaire en France a été cassé par des pressions étrangères. Moi, j'en suis convaincu. C'est pas juste les Verts allemands, j'imagine. Oui, mais les Verts allemands, derrière les Verts allemands, il y en a d'autres. Le gaz, regardez le gaz, il y a des intérêts multiples pour le gaz. Pour qu'on se passe au gaz, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. C'est clair. Donc il y a aujourd'hui, bien sûr qu'il y a eu des pressions. Alors, dans chaque cas, c'est un cas d'espèce. Il faut aller analyser tout ce qui se passe pour dire, tiens, c'est venu de là, c'est venu de là. Mais le fond du problème, c'est que tout ce qui marchait bien chez nous, on l'a cassé les uns après les autres. Alors, moi je préfère penser que c'est de l'incompétence, parce que je fais partie de ceux qui ont du mal quand même à croire que nos hommes politiques peuvent pencher un peu trop vers des intérêts étrangers. Mais vous parlez de Mme von Leyen, qui effectivement a pris un pouvoir exorbitant de ces derniers temps,
à ma surprise, ou à la surprise de beaucoup de gens, parce que ce n'est pas prévu par les accords européens. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Je pense en définitive, personne ne dit rien parce que les chefs d'État sont bien contents qu'elles se prennent les coups et qu'elles se mettent devant. Ça les protège un peu. Je pense que c'est ça la raison. Hein. Mais Mme von der Leyen non plus, on devrait quand même se poser des questions. Hein. Regardez le scandale en Italie, le scandale qu'il y a eu avec son mari. Hein. La Commission européenne a donné une subvention très importante à un laboratoire dont son mari est un des dirigeants. Ça a fait un scandale en Italie. En France, on n'en parle pas. En Belgique, on n'en parle pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ursula von der Leyen prend peut-être beaucoup de coups, mais elle ne prend pas que des coups, à mon avis. Ah non, mais et puis il ne faut pas oublier qu'elle a quitté le ministère de la Défense allemand avec un scandale à la clé. Hein. Donc, elle n'est pas blanche, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Bon, mais il n'empêche que, bon, elle est là. Elle a été nommée par les gouvernements, elle est là, mais et elle fait effectivement, elle fait une politique dont, à certains moments, on peut se poser des questions. Quand on voit, par exemple, le transfert des données aux États-Unis, l'accord sur le transfert de données aux États-Unis, qui est un problème essentiel de souveraineté pour l'Europe. Bon, eh ben, la dernière partie qui a été négociée par la Commission européenne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sérieusement favorable aux Américains. Alors, bravo pour les Américains, ils ont bien joué. Il faut toujours saluer l'adversaire quand il est bon. Vous parlez de données, ça me fait penser, et c'est à propos, puisque vous avez dirigé les renseignements à la DGSE, mais oui. J'ai le souvenir qu'un logiciel américain nommé Palantir avait été employé par la DGSE en France. Non, DGSI, c'était pas nous. Ah bah ça va, c'était pas vous alors. Pas nous, c'était le service intérieur. Mais il y avait une raison, si vous voulez. C'est qu'à l'époque, et je vais pas défendre mes collègues de la DGSI, mais à l'époque, quand ils ont dit on a besoin, pour faire la lutte antiterroriste, de logiciels qui sont capables d'aller chercher partout très vite. On a regardé en France, personne n'avait ça dans ses étagères, si vous voulez. Hein, et le seul pays qui avait développé quelque chose, et pour cause, c'était les États-Unis, et ils l'avaient développé avec du financement de la défense, comme par hasard, hein, et bien sûr, ça servait à tous les services américains. Alors bon, qu'est-ce qu'a fait la DGSI? Elle a dit, bon, nous, dans le fond, le terrorisme, c'est pas un problème de souveraineté, c'est un problème de guerre internationale, on va prendre Palantir. Bon, la question après, c'est, depuis, quels sont les efforts que nous avons faits pour créer un Palantir à la française qui puisse remplacer l'autre? J'ai une idée. Et pour le moment, on n'y est pas encore arrivé. Même si, enfin, il y a une ou deux sociétés qui commencent à essayer de regrouper d'autres sociétés pour y arriver. Alors j'aimerais qu'on parle rapidement, là tout à l'heure on a évoqué cette question des énergies, du gaz de schiste que les Américains vendent à vil prix, notamment à l'Europe, oui. Alors même qu'elle refusait de l'utiliser et de l'extraire chez elle. On sait aussi aujourd'hui que l'Inde achète 1,7 million de barils par jour à la Russie. Ah oui, l'Inde est devenue un des très gros acheteurs. Et où part ce pétrole? Une partie part aux États-Unis, une partie part en Europe. Nous-mêmes, nous en avons acheté. C'est-à-dire que, si vous voulez, les Russes envoient en Inde, et l'Inde fait un peu de... C'est une sorte de blanchiment de pétrole. Il fait du blanchiment du pétrole. Alors, ça serait d'ailleurs facile à regarder, parce que vous savez que dans le pétrole, c'est un produit dont on peut identifier par l'analyse d'où il vient. Alors bien sûr, c'est plus compliqué quand on fait des mélanges, et on peut penser que les Indiens font des mélanges pour éviter les problèmes. Mais... de toute manière, il n'y a pas de doute. Hein. Les Indiens reçoivent du pétrole, alors qu'ils n'en ont pas. Ils reçoivent du pétrole et du gaz de Russie. Et bien sûr, ils en revendent une partie à l'extérieur, ce qui leur fait un peu d'argent. Hein. Et ça va encore s'aggraver, puisqu'il y a une construction accélérée actuellement entre la Sibérie et l'Inde, vous savez, de gas pipe, d'aqueducs, pas de gazoducs, hein, de gazoducs et de pipelines qui vont amener justement directement sur l'Inde un plus grand volume et sans passer par des mouvements de méthaniers, de bateaux et autres. Donc oui, l'Inde développe une grosse capacité de réception de gaz et de pétrole russe et va servir de hub pour les autres. Mais c'est quand même incroyable ce que vous nous expliquez, parce que finalement, on a une Union européenne qui prononce des sanctions à l'égard de la Russie, qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a plus le droit d'acheter d'énergie à la Russie. Oui, absolument. On se dit, bon, mais on a le besoin quand même. Donc plutôt que de l'acheter à la Russie, on va la faire transiter par l'Inde, et puis on va l'acheter 2.
Donc, ah non, mais on va pas. Non, ça, moi, alors, ce que je vous dis là, c'est oui, mais nous, on va pas dire, c'est du gaz russe. On le dit pas, mais on le fait. Nous, bien sûr qu'on le sait. Mais on va pas dire ça. On va dire ah non, nous achetons du gaz alors au Qatar, nous achetons du gaz. Oui, on dit qu'on a changé de fournisseur, mais finalement, on n'a pas vraiment changé de fournisseur. Mais on achète aussi du gaz sur le marché spot et on achète du gaz à l'Inde. Et pour l'Inde, c'est prouvé, l'Inde revend une partie du gaz qu'il a acheté en Russie. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, on continue d'acheter du gaz russe, simplement, on lui a mis notre étiquette, et concrètement, il nous coûte juste plus cher. Exactement. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous nous retrouvons dans une situation invraisemblable. Les sanctions, alors, on a fait, c'est effrayant, sanctions. On en est à la 10e, 11e vague de sanctions. Étant donné que c'est un échec total, ou pratiquement total, quoi qu'on en dise, puisque les Russes vont mieux que nous, on devrait se poser la question de savoir s'il faut continuer à faire une politique de sanctions. C'est comme l'Union européenne, on en met plus. Ouais, voilà. Mais on continue. Mais à l'évidence, ça ne marche pas. Vous savez, l'agriculture, par exemple, on a arrêté, bien sûr, d'exporter des produits agricoles vers la Russie, dans le cadre des sanctions. Qui a pris le relais? Les Turcs. Ah, c'est intéressant. Et la Russie a aussi développé son agriculture en 2014. Mais bien entendu. Et la Russie, qui avait compris ce que je vous disais tout à l'heure, suite à ce qui s'est passé en Crimée, elle avait compris, elle a fait ça. Mais d'un autre côté, mais tout le monde joue tout le temps. Regardez. Il y en a qui perdent tout le temps aussi, visiblement. Quand il y a eu en 2014, Maïdan a permis de mettre un dirigeant pro-occidental à la tête de l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et maintenant? Alors, on parle bien sûr de la formation des militaires, de l'armée et tout ça. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé, dont personne ne parle. 30% des terres productives de blé. Et l'Ukraine est un pays, comme vous savez, qui est un des plus gros producteurs de blé du monde. 30% ont été rachetés par des sociétés américaines. Dupont de Nemours, Cargill et autres. Bon. À tel point... Tout ça, c'est des faits. Moi, je vous parle de faits. J'aime pas les histoires. Moi, bien ça, c'est les faits. À tel point que les paysans ukrainiens ont protesté auprès de Zelensky, au Parlement ailleurs, en disant « Mais c'est scandaleux, vous êtes en train de vendre notre puissance agricole aux Américains. » Évidemment, ça a été étouffé. Ça faisait partie de la colonisation américaine de l'Ukraine qui était en cours. Bon. Ce qui fait d'ailleurs que quand il y a eu des protestations, vous savez, les protestations pour dire comment on ne peut plus sortir le blé ukrainien. Oui. Mais le blé ukrainien, il était à plus de 30% du blé américain. Eh oui, et les Américains, les compagnies américaines n'étaient pas contentes du tout parce qu'on ne pouvait plus sortir d'Ukraine, on ne pouvait pas sortir d'Odessa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Négociation, et on a laissé passer les bateaux. Tout en expliquant d'ailleurs que c'était pour éviter la famine dans les pays en développement, alors que l'essentiel était envoyé plutôt dans les pays du Nord. On l'a et heureusement, là, c'est Ankara, c'est Erdogan qui a dit la vérité, en disant, voilà, on a relevé toutes les destinations des bateaux en question, et il y a, je crois, 5% qui vont vers des pays pauvres. Donc, c'est-à-dire que c'est une manipulation de l'information considérable. Mais ce que je vous dis sur le blé américain, par contre, ça, pratiquement personne n'en a parlé. Bien sûr. Et pourtant, c'est un fait. Il y a eu un vote au Parlement pour protester contre cette mainmise américaine à l'époque sur le blé. Par 3 sociétés américaines en plus. Pas 50, 3. Alors, quand on a parlé tout à l'heure de la question monétaire, j'allais dire plus que la question économique, avec une forme de dédollarisation du monde, vous avez évoqué à plusieurs reprises la Chine comme partenaire privilégié de la Russie. Aujourd'hui, on est une semaine à peu près après une affaire qui a fait grand bruit, l'affaire du ballon. Le fameux ballon qui a parcouru les ciels canadiens et américains pendant une grosse semaine. Oui. Alors cette histoire, j'aimerais bien qu'on revienne rapidement dessus. On est très loin de l'Ukraine, mais pas si loin que ça finalement. Déjà, votre sentiment, Alain Juillet, c'était un ballon météorologique ou un ballon espion ? Non, je crois qu'il n'y a pas le moindre doute, c'est un ballon espion. D'ailleurs que les Américains, je crois que c'est hier soir, les premières analyses de ce qu'ils ont récupéré comme débris leur fait dire qu'il y avait des antennes partout, donc c'était des ballons, c'est pas un ballon météorologique classique. Donc je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Non, la question, à mon avis, c'est un autre problème qui se pose.
Un pays est souverain, il a le droit d'exercer ses droits de défense au sol, sous terre, sur l'eau autour, c'est les zones protégées, les zones de contrôle des pays, et en altitude aussi, jusqu'à une certaine altitude. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 20 km. Jusqu'à 20 km, vous êtes dans le territoire du pays. Au-dessus, vous êtes en zone internationale, vous êtes dans l'espace. Comme la mer avec les eaux territoriales. Comme la mer, exactement. Bon. Donc si vous attaquez un bateau en dehors des eaux territoriales, c'est du piratage parce que vous n'avez pas le droit. Bon. Quand vous tirez un ballon qui est au-dessus de l'espace aérien national, eh bien, c'est pareil. Donc, quand les Américains ont pris la décision de tirer, ils ont tiré sur quelque chose qui était en train de se déplacer dans une zone qui n'était pas eux. Qui n'était pas eux. C'est ça le problème. Et alors ils l'ont pas descendu avec. Ils l'ont pas fait abattre avec n'importe quoi. Ils ont tiré un missile, ils ont fait tomber le ballon. Alors, missile de plus de 300 000 $, je crois. Ah oui, mais ça. Mais alors, oui, mais qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Les Chinois ont dit, c'est intéressant ce qu'on dit. Les Chinois ont dit, c'est pas bien, ça c'est normal. Ils n'allaient pas dire c'est bien. Bon, mais ils ont dit, attention, on va répliquer. On peut répliquer. Et là, moi je dis attention, parce que répliquer. Du point de la phrase chinoise, par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire un acte d'agression internationale, ça veut dire que les Chinois se réservent le droit de tirer des missiles, parce que le droit de tirer des satellites, se réservent le droit de tirer des avions qui volent à haute altitude, tout ce qui sera, en définitive, ce qui vient de se passer autorise tous les pays du monde à tirer tout ce qui passe au-dessus de leur tête, chez eux. Si tant est que ce soit un petit peu haut. Voilà. Donc, on vient d'abolir des règles internationales. On vient de passer outre à des règles internationales. Ça, c'est un vrai problème. Par contre, d'un autre côté, il n'y a pas de doute que les Chinois, ils tiraient parti, ils ont trouvé une astuce, parce que les Américains, ils ont des avions espions, les U-2, puis maintenant les SR-71 et autres, qui sont des avions qui volent à très haute altitude, qui passent des heures à prendre des photos, à repérer tout. Donc, on sait que ça existe. Bon, les Chinois, ils avaient trouvé un autre truc, ils envoyaient des ballons. C'était moins coûteux, c'était assez facile. Bon, leur système n'est pas idiot. Ça fait un peu archaïque comme méthode. Mais un peu archaïque, oui, mais ça marche, la preuve. Ils ont pu se balader pendant des jours. Un avion espion, ça passe quelques heures. Eux, ils ont pu se balader pendant des jours sur le Montana et sur des zones où il y avait des bases stratégiques. Donc, c'est pas idiot, c'est bien joué. Ouais. Il faut saluer les artistes quand ils font une belle performance. Comment vous voyez ça sur le terrain nucléaire, le terrain militaire entre les États-Unis et la Chine? Tout le monde parle de cette fameuse question taïwanaise la suite de la guerre en Ukraine quand on aura terminé avec l'Ukraine. Alors là encore, de même que l'Ukraine, on nous a caché une partie de la vérité de 2014 à 2021, 22 même, sur Taïwan. Cette histoire de dire que les Chinois vont attaquer Taïwan, c'est une absurdité totale quand on connaît, quand on lit, quand on regarde la politique chinoise. Il faut ne pas connaître comment ça fonctionne et méconnaître totalement Taïwan pour pouvoir dire ça. Et je vous donne un exemple actuel. C'est une démocratie. Elle était une démocratie musclée quand Chiang Kai-shek a occupé, qui a été battu par Mao, l'armée de Chiang Kai-shek, après la guerre en 1949, qui a été battue par l'armée de Mao, par les communistes. L'armée de Chiang Kai-shek s'est repliée sur Taïwan, qui était une île, une possession japonaise, qu'on appelait Formose, et qui a été donnée à la Chine par l'ONU juste après la guerre, en remerciement d'aide de la Chine pour avoir mené la guerre contre le Japon. Il ne faut pas l'oublier, c'est la base du départ. Bon, Chiang Kai-shek, qui est coincé sur le territoire national chinois, dit « Formose, c'est la Chine, mais c'est une île, je vais pouvoir y aller », se replie avec ses troupes, massacre la population locale, il faut le dire, et s'installe. Peu à peu, ça monte. La puissance, si vous voulez, économique de Taïwan monte. Chiang Kai-shek dit « La Chine, à l'époque, la Chine comprend Taïwan et le reste, enfin Taïwan, oui, ils appellent Taïwan et le reste, parce que lui, Chiang Kai-shek, il n'a qu'une envie, c'est de revenir en Chine et d'envahir la Chine. Donc il dit, c'est un territoire unique.
Bon. Et il est reconnu par tout le monde comme représentant de la Chine, par les Occidentaux en particulier, représentant de la Chine, jusqu'au moment où le général de Gaulle et Nixon vont dire « Non, il faut quand même être sérieux, Taïwan c'est une toute petite île, à côté de la Chine c'est énorme, il faut reconnaître Mao ». Et on va basculer le pouvoir, tu vois, la reconnaissance chinoise de Chiang Kai-shek sur Mao. Hein, c'est ça le départ de l'histoire. Bon. Pendant toute cette période, jusqu'aux années 60, les Chinois du continent avaient qu'une peur, c'est de voir redébarquer Chiang Kai-shek de l'autre côté. Donc c'est très paradoxal. Pendant toute cette période-là, la peur était du côté chinois et toute la marine chinoise était conçue pour se défendre contre une invasion depuis Taïwan. Ils étaient bien contents qu'ils restent sur l'île. Exactement. Hein? Alors, bon, le temps passe. Heureusement, le maréchal Chiang Kai-shek était plutôt un dictateur qu'autre chose, mais enfin, il y en a tellement dans le monde. Mais il était du côté occidental, donc on fermait les yeux. Il meurt et se crée une forme de démocratie réelle, parce qu'il y a des élections démocratiques. Et dans ces élections, des fois, c'est le parti, je dirais, socialiste qui gagne, des fois, c'est le parti de l'autre côté. Depuis 2 mandats, la présidente est une femme du parti, je dirais, pro-occidental. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que de l'autre côté, les socialistes, qui sont en gros, qu'on appelle en gros comme le Kuomintang, hein, qui sont l'émanation de ce qui était avant le Kuomintang, bon, eux, ils viennent de gagner, à la fin de l'année dernière, toutes les grandes villes de Taïwan, sauf une. Toutes les villes sont passées sous contrôle C. Ce qui veut dire, quand on regarde comment ça se passe, quand toutes les villes basculent, en général, l'élection suivante. Bien sûr. D'ailleurs, la présidente a donné sa démission en disant « J'ai pas été capable d'empêcher le parti de gauche, des partis gauchistes, ou gauche plutôt, de gagner. Qu'est-ce qui se passe actuellement, là? Vous avez le vice-président du Kuomintang, du parti donc, socialiste, qui est en Chine depuis 10 jours pour discuter avec les Chinois. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils n'ont pas du tout la même politique que l'autre parti. Eux disent, nous voulons être autonomes, un peu comme Hong Kong, mais nous faisons partie de la Grande Chine. Alors que, du côté de l'autre, ils disent, nous sommes indépendants et nous voulons travailler. Donc on a le sentiment que c'est plutôt dans leur intérêt de travailler de concert avec la Chine, qui est quand même juste à côté. D'autant plus que quand vous connaissez Taïwan, et j'ai eu la chance d'y aller un certain nombre de fois pour des problèmes français, vous découvrez que la plupart des grands industriels taïwanais ont mis leurs usines dans le Fujian, qui est de l'autre côté du détroit, à 100 km. Ils ont mis de l'autre côté les usines parce que ça coûte moins cher, parce que le taïwanais est beaucoup plus cher en coût de main-d'œuvre que le chinois. Donc ils ont fait de la délocalisation. Et vous avez des avions taïwanais, des VAR, qui tous les jours font des liaisons aériennes un peu comme Paris-Marseille, si vous voulez. Donc si vous voulez, pour ça, quand on vous dit ils vivent sous la terreur de la Chine, mais c'est une absurdité, ce qui a été lancé par des gens qui veulent nous faire croire que ça. Et alors en plus, quand vous lisez les déclarations de Yiping et des autres, et sur la Taïwan, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, c'est la Chine, et elle est dans la Chine, d'ailleurs elle est sur les cartes de Chine, Taïwan fait partie des cartes de Chine, et de toute manière, elle reviendra à la Chine. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Il suffit que les autres reprennent le pouvoir et c'est fini. Vous voyez, donc on est dans une vision qui est totalement fausse par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais une fois de plus, on se fait manipuler comme on s'est fait manipuler sur l'Ukraine, comme on se fait manipuler à chaque fois. Le drame, c'est qu'on n'a pas la volonté de rechercher les informations et ensuite de s'en servir pour faire face et dire, écoutez, ne nous racontez pas n'importe quoi. Alors justement, ça sera ma façon de conclure. J'inviterai tous les téléspectateurs à continuer à suivre, bien sûr, le Samedi Politique, mais aussi à vous suivre sur votre chaîne. C'est très gentil. Sur ça, YouTube, c'est très gentil. Openbox TV, pour avoir des décryptages aussi bien géopolitiques que géostratégiques et évidemment
en termes d'intelligence économique. Vous l'avez compris, Alain Juillet s'y connaît également. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis en tous les cas. Et puis bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, je compte sur vous pour partager cette émission. Laissez vos commentaires auxquels je m'efforce toujours de répondre. Et puis bien sûr, cliquez sur le petit pouce en l'air parce que ça améliore le référencement. Et YouTube, lui, ne nous favorise pas beaucoup. D'ailleurs, précisons également qu'il faut que vous vérifiez si vous êtes toujours abonné parce que YouTube cherche souvent à vous désabonner automatiquement. Ça fait partie des réjouissances, c'est les règles du jeu, c'est pas nous qui les choisissons. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.